Politique et polémique, clash et double standard. Bonjour et merci de me retrouver pour ce rendez-vous de Nico, un point c'est tout. Le sujet aujourd'hui, politique et polémique, clash et double standard. Voilà un sujet qui me semble très intéressant à bien des égards. Il amène à s'interroger sur la stratégie et, en ces termes, permet une discussion de fond. On ne va pas se leurrer, toutes les forces politiques sont traversées par des sous-courants, dont parfois particulièrement antagonistes pour certains partis. Plus spécialement à gauche, pour être parfaitement honnête. Le PCF, ELLV, mais davantage encore le PS en sont des démonstrations évidentes. Sans doute aussi parce que c'est encore dans cette partie de l'échiquier politique qu'on y réfléchit un peu, alors qu'à droite, il y a bien longtemps que plus grand monde ne fait quelque effort que ce soit de ce côté. On se contente de pomper sur le Rassemblement national qui lui-même n'a pas produit grand-chose depuis des lustres, et se cantonne à marteler ses lubies et à récolter les fruits de la bienveillance de tous, médias en tête. Si la LFI est loin d'être l'entité politique où la bataille interne est la plus prégnante, il s'agit tout de même d'admettre qu'il y a un débat. Certains estimant qu'il faut, autant que faire se peut, éviter clash et polémiques, voire même carrément boycotter certains médias mainstream. Alors que d'autres, dont je fais partie, assumant la conflictualité et pensant que le clash, aussi regrettable puisse-t-il être parfois, est quelque chose qui fait partie intégrante de la période, voire de la chose politique d'une manière plus globale. Ce qui ne veut pas dire qu'on a renoncé aux discussions apaisées lorsqu'elles sont à notre portée, mais plutôt qu'on vit avec notre temps et avec les conditions actuelles. Que dans un tel contexte médiatique, il est incontournable, qu'on le veuille ou non, les médias étant ce qu'ils sont. En vérité, le clash est dans l'air du temps, en particulier avec les réseaux sociaux, canaux de communication qui tendent plutôt à raffermir les clivages et où des formes de batailles rangées verbales ou écrites ont plus que souvent lieu, et que les batailles qui s'y exercent sont sévères, régulièrement, sans concession même, très âpres, et pas toujours très fine, pas cousu de fil blanc, et on y fait rarement dans la dentelle. L'arène politique n'étant plus réservée au personnel politique et aux plateaux de médias établis, mais s'élargissant sur l'Internet. Il y a eu une vraie évolution ces dernières années de ce point de vue. Aussi, selon moi, on ne peut échapper à la polémique dans un tel contexte, et surtout, nous ne devons lâcher aucun terrain, en dépit de la galère dont est synonyme le fait de se rendre sur certains plateaux. La meilleure option consiste plutôt à choisir avec attention les contextes d'émission sur les chaînes qui nous sont les plus hostiles, pour pouvoir y éviter les traquenards improductifs et tenter de parler de contenu idéologique, à l'image de ce que font la plupart de nos principaux porte-paroles. Si certains puristes et intellectuels, à l'instar de Frédéric Lordon, désireux de ne pas se salir les mains, ont délaissé la bataille, estimant que de tels contextes sont trop compliqués pour y développer des idées et y parler de programmes, dans le même temps, d'autres assument la confrontation, musique et drapeau en tête. C'est généralement ce qui se produit avec les représentants FI, souvent considérés comme des bons clients médiatiques, mais en particulier avec GLM, qui a porté nos couleurs dans des configurations des plus difficiles. D'ailleurs, Mélenchon explique fort bien le rapport de force qui s'y produit, et comment le duel qui s'y exerce pousse à une forme de brutalité. Comme il le dit, c'est un match, propos tenus sur le plateau de Daniel Messmer. Le tout suivi de la description d'une joute verbale où les différents acteurs tentent de s'asséner des coups rhétoriques et mettre à mal leur adversaire, afin de remporter la bataille culturelle. Mélenchon clivant. Comme on le sait, JLM est souvent au centre de toutes les attentions. Le plus souvent, c'est loin d'être de manière bienveillante, pour le moins qu'on puisse dire. Il est vrai qu'il est un peu comme le talisman de la France insoumise, en est son symbole, et que le mouvement n'a pas que des amis, pour le dire de manière très atténuée. Il est tout aussi exact qu'il s'est bâti un personnage, par nécessité, comme il l'explique lui-même très bien dans le film de Gérard Miller, Mélenchon, l'homme qui avançait à contre-courant. Néanmoins, il n'est définitivement pas la caricature qu'on veut bien en faire. Nombre de ses interventions en témoignent, à commencer par ses passages sur Thinkerview. Déjà, on peut se poser la question de ce que être clivant signifie. Toute idée divergente donne lieu à un clivage, mais passons à l'aspect vocabulaire. Faire comme s'il était le seul à être clivant, entre guillemets, selon les termes de nos adversaires, est tout de même très orienté. Des Sarkozy et Ciotti, pour ne citer qu'eux, étant loin de représenter la mesure faite homme. Tous deux sont des personnages loin de symboliser la concorde nationale ou l'apaisement du plus grand nombre. Et que dire de tous ces porte-paroles d'extrême droite et du message stigmatisant qu'ils ont fait leur, et qui abondent désormais les plateaux TV en particulier. Petite incise, personne des médias de l'officialité n'aura relevé le côté absolument abject du fait de parler de passer à le Karcher et d'ajouter « je vais vous en débarrasser » à propos d'êtres humains. Aussi infâme cette terminologie puisse-t-elle être, selon moi, un peu comme s'il était question de nuisibles, soit de bestioles aussi gênantes qu'insignifiantes. Ce qui montre les doubles standards à l'œuvre, enfin une toute petite partie, aussi significative soit-elle, mais il faut bien commencer quelque part, petite incise refermée. Ce qu'ils attaquent davantage que les mots au travers du personnage Mélenchon, ce sont les idées, l'idéologie, ajouterais-je même.
ainsi que le refus de se soumettre aux injonctions d'une bourgeoisie désireuse de mettre au pas, pour ne pas dire à genoux, le personnel politique et de l'obliger à formuler un discours d'allégeance, ainsi qu'intégrer que rien d'autre que la forme de société actuelle n'est envisageable. La volonté de celle-ci est d'autant plus évidente quand on considère l'aspect vestimentaire qui montre la volonté de ce groupe que nos représentants se conforment à leurs codes et usages, ainsi marquant une distanciation entre le pouvoir et la population, entre les élites et le peuple, comme un appel à la déconnexion pour le dire autrement. En outre, puisque le thème de ce podcast m'y autorise, on décèle le côté véritablement superficiel de certaines polémiques grâce à l'exemple de cette bouffonnerie autour du port de la cravate dans l'hémicycle, comme si les représentants du peuple et de la nation n'avaient pas des sujets plus importants à traiter. Qu'importe. Les médias avaient trouvé un filon pour s'acharner sur le groupe parlementaire insoumis. Seule cette perspective comptait pour eux. Pourtant, je ne vois pas qui de ce peuple prendrait offense à voir son représentant habillé comme tout un chacun. On m'objectera sans doute le côté respectabilité de la fonction. Pour ce qui me concerne, je préfère amplement que les gens fassent preuve de comportement éthique plutôt que de nous faire un étalage d'apparat ostentatoire ou un défilé de mode dans un style supposé intemporel. Pour rester, ou plutôt pour revenir sur le leader de la France insoumise, qui, soit dit en passant, est habitué au port de la cravate, et ce n'est pas pour autant qu'il est épargné, il convient de montrer le côté absolument ridicule de l'instrumentalisation de certains propos de la FI et des siens plus spécifiquement. Je pense que s'appuyer sur la polémique qui a été créée autour de Yael Braun-Pivet est tout particulièrement significative, voire symptomatique. Souvent, les gens dénonçant les stigmates s'avérant ceux qui les créent, en réalité, eux-mêmes ayant des takes ou comportements qui posent problème par association d'idées. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale étant de confession juive, alors impossible d'associer son nom au terme campé, de près ou de loin. Heureusement que, vu son appartenance de classe, on ne l'imagine pas pour ses vacances parquer sa caravane sur un bord de mer, car on ne pourrait pas dire à quelle activité elle s'adonne, si je comprends bien. Ou alors, il faudrait rebaptiser ce hobby peut-être. On voit le côté ridicule de la chose. Une telle posture sous-tend qu'on mette la confession religieuse de quelqu'un en avant, voire au centre de tout, ce qui est un problème justement. C'est une forme d'essentialisation en fait, et ce sont les mêmes qui se réclament, sur tous les toits, de la laïcité qui vont verser dans ce genre de choses. Ineptie quand tu nous tiens. Cela renvoie aussi l'idée que pour s'adresser à une personne, il faudrait connaître tout son background familial et personnel, ainsi que choisir spécifiquement chaque mot en fonction, ce qui est tout simplement infaisable et vraiment hallucinant. C'est ainsi qu'on comprend les intentions malveillantes et à quel point l'instrumentalisation politicienne qui est faite de l'antisémitisme à des fins de bashing ou de stigmatisation est effroyable, plus que malheureux et malaisant. En somme, si on déroule le fil d'une telle logique, certains mots de l'usage courant viendraient alors à se voir interdits. Il ne serait plus possible de les utiliser sans être immédiatement mis au pilori. Alors les termes campeur, camping, camper et autres devraient être bannis des bouches de tout un chacun, si je comprends bien. Dans la même lignée, plus de camps d'entraînement, plus de camps d'éloge, et encore moins de camps David, sûrement. Appellation bizarrement jamais remise en cause. Bref, vous avez compris l'idée. N'importe quoi de préférence. Et là, je ne vous parle même pas de l'assignation de ces mots à une seule catégorie de personnes. D'un autre côté, on voit que les égards demandés, voire exigés, pour certains n'ont pas cours pour d'autres, et que les doubles standards sont à l'œuvre. On n'hésite surtout pas à traiter les insoumis de tous les noms, sans que cela ne pose de cas de conscience à qui que ce soit. Être repeint un ami de dictateur, complice de l'islam politique et de ses méfaits, d'extrémistes, de gauchias, d'islamo-gauchistes, et je vous en passe et des meilleurs, étant tout à fait acceptable apparemment. De sorte qu'on ait tous le droit de nous faire insulter à longueur de plateau, jour après jour, du matin jusqu'au soir, sans discontinuer. Ou elles aussi. Dans la même barque que les musulmans, en quelque sorte. Musulmans sur lesquels le personnel médiatico-politique tape en quasi H24, étrangement sans que des cris d'orfraie ne soient poussés. Ce qui n'est pas se rappeler la stratégie qui accourt, et donc le remplacement du judéo-bolchevique par l'islamo-gauchiste, la méthode demeurant la même. Seule la cible est différente au final. Les propos polémiques de JLM sur l'Isère. Il est aussi très cocasse, pour le moins qu'on puisse dire, de voir les médias, symbole d'une urbanisation galopante et quasi arrivée à son stade terminal, endosser l'habit de défenseur de la ruralité contre, entre guillemets, le toujours insultant Mélenchon. JLM, en somme, n'a fait que dépeindre une vérité, à savoir qu'un territoire ultramarin a donné naissance à des intellectuels de haut vol et en nombre. On ne voit pas en quoi il était insultant de pointer ce fait qui correspond à une réalité constatée, qu'on nous démontre l'inverse. D'autant que la production d'intellectuels, aussi incroyable puissent être ces intellectuels, n'est pas la démonstration que le coin en question, l'Isère, est dénué d'intérêt pour autant. Seulement, ce n'est pas sur ce registre que cette région s'illustre, c'est tout. La blague, devenant encore plus savoureuse,
alors que cela provient des mêmes individus qui appuient les politiques qui font mourir à petit feu les modes de vie ruraux. Mais ça va, hein. C'est vrai, après tout, les néolibéraux soutenus par les médias en question n'ont, comme chacun sait, rien à voir avec le dénuement que les régions faiblement peuplées connaissent, ainsi qu'à la casse des services publics qui vont avec, naturellement. Clash Habib-Guiraud et polémique à base de cochons. Toujours dans le même ordre d'idées, il est difficilement compréhensible qu'on assiste à tout un cirque mis en place par les médias et Meilleur Habib, des suites du vif échange qu'il a eu avec David Guiraud, alors que l'ancien député des Français de l'étranger a multiplié les sorties de route honteuses et les propos injurieux envers les insoumis dans l'indifférence généralisée. On pourrait tous, collectivement, souhaiter qu'on discute de politique uniquement sur le fond, sans les insultes, assurément. Oui, mais voilà, pour en arriver à cela, encore s'agit-il que la logique s'applique à tous, et que certains ne soient pas floués, et d'autres exemptés des guerres envers leurs adversaires. Peut-être M. Habib peut-il intégrer le fait que se faire traiter d'antisémite à tout bout de champ pour un antiraciste est quelque chose de vraiment insupportable et une véritable insulte. En outre, on attend toujours la dénonciation, voire la simple mise en lumière des actions des groupes fascistoïdes, dont les membres se sont affichés masqués de têtes de porc pour mener leur action à caractère islamophobe. Rien d'insultant, là, bizarrement, enfin à en croire le complet des intérêts médiatiques. Rien qui mérite de donner lieu à des campagnes de leur part, si je comprends bien, ou ne serait-ce qu'à la seule exposition des faits. D'ailleurs, si tous pouvaient laisser ces pauvres bêtes tranquilles, on s'en porterait d'autant mieux. Pourquoi leur coller des étiquettes si négatives? Si ces pauvres bêtes pouvaient parler notre langue, alors ils auraient certainement pique-pan à dire de l'être humain, étant donné le traitement qu'on inflige aux autres espèces animales, eux en tête. La France insoumise et l'ALBA. L'élection de 2017 se rappelle à notre souvenir. Pour replacer le contexte du moment, le système sentant alors la montée de la candidature de Jean-Luc Mélenchon comme un candidat des plus crédibles pour accéder au second tour, s'est mis en branle et aura généré une des plus incroyables et ridicules polémiques de toute la série, et aura tapé fort. Très fort. Ceci donnant lieu à cet irréel épisode de bashing et de manipulation médiatique qu'on aura connu durant la dernière semaine de campagne avant le scrutin. Même pour nous, militants politiques, donc personnes politisées, l'acharnement et la violence des attaques nous ont surpris, voire choqués, ce qui n'est pas facile à faire. Aussi peu envisageable cela puisse paraître, le sujet de cet énorme coup de pression médiatico-politique était l'adhésion à l'ALBA, une alliance des pays des Caraïbes, pour le dire vite, dans laquelle nous voulions que les Antilles puissent s'insérer et y effectuer des échanges avec les pays environnants. Bref, une mesure de communistes échevelés, quoi. Mort de rire. La machine médiatique, pour l'occasion, aura produit une des plus incommensurables séquences de lynchage qu'il soit, le tout à base de boogie-boulga et d'amalgames grotesques. Tellement grotesques qu'on se demande toujours comment qui que ce soit aura pu y croire. En effet, le message véhiculé était que nous voulions sortir de l'UE pour rejoindre l'ALBA. Quelle énorme farce! En revanche, à cette heure, nous avions pu goûter à l'indescriptible force de frappe du rouleau compresseur médiatique en mode survie. Lui qui a tapé très fort du matin jusqu'au soir, sans jamais s'arrêter, et en produisant l'effet repoussoir escompté, aussi risible, en fin de compte, puisse être l'objet. Naturellement, il n'y avait rien de tout cela dans l'AEC, mais le job était fait et le but atteint. Les portes du deuxième tour se refermant devant nous et la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Une nouvelle fois bien aidé, en ce sens, par la bêtise des autres formations de gauche. En parlant de bêtises de gauche, quand on parle du loup, on en voit la queue, pour reprendre le dicton. Le cas François Ruffin. Que de tristesse et quelle déchéance que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Si on rembobine, on parle d'un individu qui s'est fait connaître en trollant Bernard Arnault et en faisant un film. Film qui est devenu un succès à juste titre, puisque le projet était aussi ambitieux que polémique, quelque part. Vraiment osé. Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Celui qui avait un vrai rôle à gauche, notamment du fait de ses happenings, s'est perdu en route. Est vraiment parti dans le décor, façon crash test dans un mur de briques. Fini les maillots de foot dans l'Assemblée nationale pour dénoncer le manque de moyens pour le sport amateur. Fini les coups de gueule, voire coups de sang, pour refuser qu'on vide sa proposition de loi sur les horaires des femmes de ménage. L'intéressé, costume de respectabilité sur le dos, s'est rendu inaudible auprès de beaucoup, dont il portait la colère. Là où il nous explique comment ce qui pose problème, c'est la conflictualité, beaucoup de gens qui assument la rupture ont gagné, et au premier tour. Pour rappel, comme tout un symbole de la stratégie perdante, alors que lui n'aura pu être réélu qu'avec les voix conjointes de Renaissance et LFI. Soit des gens qui n'auront mis un bulletin dans l'urne en sa faveur que pour barrer la route du Rassemblement national.
Une victoire à la Pyrrhus, donc, grâce à des gens qui ont accordé leur vote en se bouchant le nez. Quand on se veut stratège, il faut montrer qu'on est en mesure de se l'appliquer à soi-même, et qu'elle fonctionne. Une victoire à la Pyrrhus, donc, grâce à des gens qui ont accordé leur vote en se bouchant le nez. Quand on se veut stratège, il faut montrer qu'on est en mesure de se l'appliquer à soi-même et que sa stratégie fonctionne. Une chose est sûre, cette stratégie qui lui a probablement été soufflée par le millionnaire Legrain n'aura mené qu'à son invisibilisation. Quelqu'un se souvient-il d'un combat livré et sorti de l'hémicycle par Ruffin depuis 2022 ? Bien évidemment que non. C'est QFD. C'est encore plus à pleurer de la part d'un personnage qui considère l'Assemblée comme une caisse d'enregistrement des désirs du président. Quel intérêt alors de briguer un nouveau mandat si celui-ci ne consiste pas à alerter la population sur ce qui se passe dans les lieux de pouvoir et de décision ? Comble du ridicule aussi, celui qui prône l'apaisement du pays a sélectionné sa cible et ne cesse de s'en prendre à un parti de gauche, censé avoir le même genre de programme que lui, mais pas la même stratégie. Belle tartufferie, sacrée vision de la concorde, que de taper des gens proches de lui idéologiquement, mais passons. Au moins, s'ils ont une cohérence, l'après et Ruffin auront choisi la même ligne. Bref, ridicule et inconséquent. En tout cas, ses partisans ont beau nous sortir les plus risibles théories sur tous les tons, comme celles que les médias font semblant de l'adouber pour le décrédibiliser. La vérité est qu'il pèse bien auprès de ces derniers grâce à ses renoncements, à ses génuflexions récentes devant le système, sa capacité de nuisance envers la gauche de rupture, et du fait qu'il n'inspire aucune peur d'aucune sorte aux puissants désormais. Autrement formulé, que le système ne prend pas la peine de s'attarder sur le personnage, de fait, si ce n'est pour taper FI et Mélenchon. Soit dit en passant, avant de clore cette partie, quelle imagination de ce soutien et quel take, mort de rire. Coucou à l'intéressé qui se reconnaîtra sûrement. Quelle barre de rire cette analyse de comptoir de PMU et aux confins du complotisme. En outre, chose tellement prouvée par les faits que fleurissent les sommaires YouTube d'opposition entre JLM et Ruffin, que les deux ne sont pas à leur avantage outre mesure, mais que, cela va sans dire, c'est Mélenchon, dont on a choisi une photo de faciès grimaçant et carrément parmi les moins flatteuses qu'il soit. C'est QFD pour quiconque sait comment les choses fonctionnent en matière de com, notamment avec les médias. Une chose apparaît plus qu'évidente, c'est que les doubles standards sont à l'œuvre et bien à l'œuvre. L'affaire Caténins. Dans la catégorie des doubles standards, on a du lourd en la matière. Restituons les faits. L'intéressé a reconnu un mauvais geste, en l'occurrence une gifle donnée à sa compagne. Nul besoin de préciser qu'on ne cautionne pas le geste en question. Après, une fois avoir dit cela, vient tout le reste. Et on ne peut pas faire comme si Adrien n'avait pas été confronté au tribunal médiatique, dans le temps où d'autres bénéficiaient d'une mansuétude toute particulière, pour des faits bien plus graves encore. Mais eux seront passés au travers les gouttes, comme une preuve des doubles standards existants. Politiques et éditocrates, même combat de ce point de vue. On ne le dira jamais assez, mais le système médiatique connaissait des dérives qui avaient lieu, sans que quiconque n'alerte sur ce qui avait cours, comme ce fut le cas avec un présentateur vedette de JT. Les affaires à caractère sexuel ont été nombreuses et personne n'aura connu le même acharnement médiatique que le seul qui aura reconnu les faits et accepté sa punition. D'autres auront été mis sur le grill pour de l'échange de faveurs sexuelles contre des contreparties, des agressions sexuelles avec usage de produits, etc. N'insistons pas sur ces histoires aussi sordides que glauques. Mon intention se résume à montrer les comportements en géométrie variable, ainsi que le fait que le déchaînement médiatique est souvent lancé contre les mêmes. Rappelons, car ce n'est pas inutile, qu'Adrien Caténins n'a pas subi une mais 4 sanctions, dont 3 d'ordre politique. La sentence de la justice étant de 4 mois avec sursis, les conséquences politiques étant plus nombreuses. Perte de son rôle de coordinateur national du mouvement, éviction du parti de gauche dont il était membre, et un retour dans le bas de l'échelle du mouvement, avec une forme de statut de pestiféré d'une certaine manière. Sans oublier le fait d'être tenu à l'écart du groupe parlementaire pour une durée équivalente à la sentence judiciaire. Le tout finalement assorti d'une obligation de mise en relation avec un mouvement en lien avec les VSS. Bref, rien d'anodin. Et on ne pourra pas dire que la chose aura été prise à la légère, surtout à comparaison avec d'autres cas. Dans le même temps, les autres intéressés étaient maintenus en poste, et définitivement pas pointés du doigt, ou mis sur la sellette. Parmi les plus droitiers, je n'ai pas souvenir d'avoir vu qui que ce soit se faire dégager ou être démissionné. Preuve ultime que le double standard est réel. Le méprisant de la République. Pour ce qui est des doubles standards, comment ne pas évoquer celui que ses amis nomment Jupiter et que les autres dépeignent comme le méprisant de la République. Au rayon, ça passe crème, là où Mélenchon a subi un bashing de plusieurs mois pour La République c'est moi, l'homme à la tête de l'État pouvait s'autoriser la reprise de noms de dieux grecs ou encore pouvait donner dans le déni de démocratie le plus absolu.
Bien évidemment, sans que ceux qu'on va qualifier de contre-pouvoir, avec des gros guillemets, en essayant de ne pas s'étouffer en le disant, ne trouvent quoi que ce soit de choquant ou à redire. Ainsi, le personnage pouvait faire pleuvoir les insultes de l'étranger, rien ne sera parvenu à offusquer les experts de plateau. Les mêmes se réclamant les chantres de la politique apaisée, et qui insultent à tour de bras quiconque se dresse en face de leurs intérêts. Parvenir à humilier une personne sans emploi en lui disant qu'il suffit de traverser la rue pour avoir un job, n'ayant rien d'insultant ou qui intente à la dignité des personnes, comme chacun sait. De même que de dire qu'il faut bosser pour se payer un costard, comme si les concernés n'avaient pas de besoins infiniment plus prégnants. Les Gaulois réfractaires, c'est tout à fait acceptable, comme de traiter des ouvrières d'illettrés, alors qu'on ne les connaît pas personnellement pour en juger. Et mentionner que dans les guerres, il y a des gens qui ne sont rien, où est le problème? N'est-ce pas la réalité? Tout va bien, c'est respectable et respectueux, et nul n'est besoin d'y prêter cas. La moitié d'une seule de ces sorties dans la bouche de JLM aurait immédiatement donné lieu à un matraquage médiatique de tous les instants sur des semaines, voire des mois. Ce qui nous rappelle que tous sont logés à la même enseigne, hein? Bah voyons. Des attaques à gogo contre LFI, et alors? Il va sans dire que la violence est inconcevable en politique, mais que celle-ci passe sous les radars si tout est dûment orienté, dirons-nous. Le traitement que subit la FI s'avère tout à fait révélateur. On aura eu le droit à tout, ou pas loin. Outre les traditionnelles insultes que j'ai mises en avant un peu plus tôt, il y a d'autres paroles et actes qui ne semblent pas choquer grand monde, ou justifier quelque attention que ce soit. Qu'un youtubeur fasse des tutos à base de tirs et de couteaux, où se trouve le malaise? La justice aura classé les faits dans la catégorie humour ou parodie, si mes souvenirs sont bons. C'est peut-être le seul truc qui prête à rire en réalité. On voit combien la violence rebute, voire inquiète certains, comme en témoigne cette décision de justice des plus loufoques. Un député en activité entarté, aucun souci. Si le réceptacle avait été quelqu'un d'autre qu'Éric Coquerel, on doute fortement que tout cela aurait donné lieu à ce désintérêt complet auquel on a assisté. Mais bon, c'était un insoumis, alors il l'a bien cherché, non? Par contre, quand Sa Majesté le monarque présidentiel recevait une gifle, geste que personne d'entre nous ne cautionne, son auteur finissait engelé pour 5 mois ferme. On admire au passage comment la protection des uns ne s'avère pas être celle des autres. Un assistant parlementaire LFI blessé par l'extrême droite, pas un sujet, pas une ligne dans quelque canard que ce soit. Il s'agirait tout de même de ne pas écorner la roue de secours du système et sa crédibilité, bien sûr. Dans la lignée des doubles standards, comment ne pas illustrer tout cela par la mise en miroir de faits on ne peut plus récents? Si ce n'était pas du meilleur goût de la part de Sébastien Delogu de prendre une voie de bus à contresens et en pleine nuit, on ne va pas le nier, l'affaire de la députée du Rassemblement national n'aura pas été traitée de commune mesure. À croire que conduire depuis des lustres sans permis n'est pas une faute très grave, en particulier pour quelqu'un censé incarner l'État et la population d'une certaine façon. D'autant plus pour une personne se réclamant de la sécurité et en faveur des mesures répressives comme son parti et elle sont enclins à le faire. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme le mentionne la formule populaire. Il va sans dire que je me suis contenté de choisir quelques exemples parmi un nombre assez important, et que la liste n'est pas exhaustive. Mais je crois que vous voyez l'idée, ce qui demeure le principal. Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur tout cela, et vous avoir introduit quelques données intéressantes par le biais du traitement de ce sujet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico en point c'est tout. Merci de votre attention.